Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction sur TV Fil 78. Il est 18h si vous nous suivez en direct et voici les titres de ce lundi 27 octobre. Les pratiques de pêche des bateaux qui fournissent la société Petit Navire sont dans le collimateur de Greenpeace. Une campagne nationale se déroule en ce moment pour sensibiliser les consommateurs. Opération coup de poing des militants samedi matin dans une grande surface de Saint-Quentin en Yvelines. Des militants et qui seront en plateau ce soir. Les 21 hectares du site Bouba Louise Michel sur la commune de Trappes doivent faire l'objet d'aménagements et de développement pour renforcer leur insertion urbaine. C'est un projet développé dans le cadre de l'opération d'intérêt national Paris-Saclay. Nous en parlerons avec Jean-Marie Lemaire, le directeur adjoint de l'aménagement de l'établissement public. Halloween, ce sera le 31 octobre, mais déjà sorcières et monstres envahissent le parc de Thoiry. Petits et grands qui jouent à se faire peur tout au long de la semaine. Les Yvelinois du Front National se sont rassemblés ce lundi matin sur le parking de l'usine PSA à Poissy suite à l'annonce de la direction du groupe de supprimer 98 postes. Sur ce site, les militants FN ont souhaité aller à la rencontre des travailleurs pour leur exposer leurs idées et lutter contre les délocalisations. Je pense notamment à la remise de frontières et mettre des règles également pour réguler un système devenu fou, une mondialisation devenue folle, mettre en place un protectionnisme économique. Et cette usine un peu déserte, c'est le symbole de cette désindustrialisation complète de notre nation et ça, on ne le supporte plus. Et beaucoup de gens ont nos idées, mais ils fantasment sur notre parti en pensant qu'on a... Il y en a même encore qui pensent qu'on est limite raciste, nazi ou autre. Et évidemment qu'on est loin de ça. Et c'est pour ça qu'il faut aller à la rencontre des gens, leur expliquer nos idées, leur expliquer notre programme, et pour qu'ils cessent de croire tout ce qui peut être énoncé dans les médias ou par nos opposants. Peu de monde cependant, vous l'avez vu sur les images au passage des portiques ce midi. Les travailleurs de l'usine sont en effet en ce moment au chômage technique. Ils ont été envoyés à leur domicile pour 4 jours. Les militants du Front National qui ont donc prévu de réitérer cette opération. Je reçois pour débuter ce journal Anouk Voisin et Thierry Darras. Bonjour à tous les deux et bienvenue. Greenpeace, vous êtes des militants. Greenpeace qui dénonce certains dispositifs de pêche utilisés notamment par la société Petit Navire. Vous avez mené une opération coup de poing dans une grande surface de ce week-end. On va y venir, mais tout d'abord, en quoi consiste cette technique de pêche utilisée donc par cette société que vous contestez aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous gêne dans la technique de pêche utilisée? En fait, c'est une technique de pêche qui va... Le principe, en fait, c'est on va y avoir un objet flottant. Et comme en mer, ça va être considéré comme un habitat pour des petits poissons, des petites espèces, qui vont par là, du coup, attirer les gros poissons. Et donc, il va y avoir tout un écosystème qui va se créer autour de ces objets flottants. Et après, les pêcheurs vont... Donc, c'est eux-mêmes qui mettent ces objets flottants pour créer cet écosystème et attirer donc les gros thons, mais également les juvéniles. Tout est présent, c'est vraiment un écosystème développé. Et donc, ils arrivent avec des gros filets pour attraper le tout. Et donc, c'est une méthode qui n'est pas du tout sélective. Donc, on va avoir un taux de rejet qui est 2 fois, 4 fois plus élevé que sans cette méthode de DCP, donc dispositif de concentration. Trop des poissons qu'ils ne souhaitaient pas forcément avoir, mais comme ils raflent tout, voilà, alors ils remettent ensuite à l'eau une partie. Ils pêchent une partie des poissons, donc des requins, des raies, des tortues, donc des espèces en danger qui vont rejeter, espèces protégées, oui. Voilà, mortes ou en mourantes. Et également des thons, donc c'est le but, mais qui sont trop jeunes pour être pêchés. Et donc, qui va empêcher le renouvellement du stock. Donc, c'est toutes ces choses-là qu'on dénonce. Mais c'est la société Petit Navire que vous ciblez en particulier. C'est la seule société à utiliser cette méthode de pêche? Non, il y a plusieurs sociétés. En fait, on a établi un classement de 10 sociétés qui représentent 75% du marché. Et Petit Navire est important parce qu'il représente en fait une boîte de thon sur 2 achetée par les Français. Donc, c'est une cible préférée, mais il n'y a pas que. Vous avez donc mené une action ce week-end dans les Yvelines, dans une des grandes surfaces du département. Voici le reportage de Claire Cambier. Fais la même longueur là. Ces militants de Greenpeace se préparent à une opération commando. Le but, dénoncer les pratiques de pêche non durables avec dans leur viseur la marque Petit Navire en tête. Samedi, ils se sont introduits dans le magasin Carrefour de Saint-Quentin en Yvelines. Sur ces images filmées par Greenpeace, on voit les militants dévoiler leur appartenance à l'ONG environnementale, retirer les boîtes de thon de la marque incriminée et afficher une banderole « Petit Navire, le bon goût du carnage ». La sécurité du magasin est intervenue, mais leur message a pu être délivré. Donc elles pêchent des thons qui sont soit en voie de disparition, soit sont sur le point de l'être. Et d'autre part, ces méthodes de pêche utilisant des DCP, les DCP sont des dispositifs de concentration de poissons qui sont repérés par GPS
font que des poissons qui ne sont pas compatibles avec la pêche durable sont rejetés en mer car ils sont pris avec les bancs de thon. Ces images sont diffusées par l'ONG. 20% de la pêche des thoniers serait rejetée, requins, tortues, raies. Bonjour monsieur, un petit peu d'informations sur la technique de pêche de petits navires et les dangers pour les océans. Après avoir échoué à dialoguer avec Petit Navire, l'ONG s'adresse aujourd'hui aux consommateurs et aux distributeurs, ici Carrefour. Elle espère qu'ils pousseront le leader du marché à changer ses pratiques. On propose aux gens d'interpeller Petit Navire pour leur demander de changer leur politique de pêche. Régulièrement, effectivement. Greenpeace a mené des opérations de ce type simultanément dans près de 25 villes françaises. Voilà pour cette opération menée par Greenpeace sur Saint-Quentin en Yvelines ce week-end. Comment on réagit et l'enseigne et la marque Petit Navire après cette opération? La marque, on ne sait pas trop. Si, on sait. Pour l'instant, elle ne veut pas réagir, elle ne veut pas s'engager, alors qu'il y a certaines marques qui font partie du même groupe en Angleterre, en Italie, qui se sont engagées d'ici 2016 à avoir 100% de leurs thons qui ne proviennent pas de DCP. Petit Navire, pour l'instant, ne souhaite pas s'engager, mais bon, on espère que dans les semaines à venir, avec la pression qu'on va continuer à apporter, ils vont céder. Et les clients que vous avez interpellés, parce que le but c'était aussi d'interpeller les consommateurs, et ils réagissent comment? Ils sont au courant, ils s'en moquent, ils vont faire attention à ce qu'ils consomment? On a été très très bien reçus. La majorité des clients, je dirais, nous a bien accueillis, étaient très compréhensifs. Ils ont en tête la problématique du thon rouge, qui n'est pas tout à fait la même. Mais on a été très très bien reçus, on a signé pas mal de pétitions. Vous pensez que ça peut faire changer l'achat, que le consommateur va acheter différemment, va faire plus attention? Oui, tout à fait. C'est l'objectif premier. L'objectif de notre liste aussi, c'est de mettre en avant, par exemple, Port d'Eckmoul ou le Système U, qui eux ont des bonnes notes dans notre classement, c'est-à-dire qu'ils utilisent des techniques de pêche qui ne sont pas aussi destructives que Petit Navire, qui est donc vers la fin du classement. Alors quelle serait la solution justement? C'est de changer complètement la méthode. Quelle méthode faudrait-il utiliser? Alors, il y a d'autres méthodes, des méthodes de pêche à la ligne ou même des méthodes qui utilisent le même type de filet appelé seine, mais sans DCP. C'est réellement l'introduction des DCP qui pose problème. Ce sont ces objets flottants en fait qui attirent les poissons. Et ça suffirait d'utiliser par exemple la pêche à la canne, enfin quelque chose de plus traditionnel, ça suffirait à répondre à la demande actuellement, ou il faut aussi que le consommateur revoie sa consommation tout simplement de thon? Alors ça suffirait, oui, parce qu'il y a des marques qui pêchent aujourd'hui, Système U par exemple, ou d'autres marques pêchent avec des méthodes durables. Ensuite, on recommande bien évidemment aux gens de limiter leur consommation et surtout de consommer des espèces durables, pêchées de façon durable. Mais c'est surtout que mieux de suffire, c'est que ça permettrait le long terme, la consommation du thon. Parce que si on continue avec ces méthodes de CCP, on n'en aura plus dans quelques années. Donc de toute façon, autant que ça suffise aujourd'hui et que ça soit durable. Là, l'opération a été lancée en septembre au niveau national. Donc, il y a plusieurs magasins qui ont été comme ça le théâtre de vos opérations. Est-ce que d'autres opérations sont prévues? Est-ce que d'autres moyens de communication sont d'ores et déjà prévus ou pas? Il y aura d'autres moyens de communication, c'est sûr, tant qu'on n'aura pas un engagement ferme sur d'autres pratiques, nous continuerons. Après, d'autres, on ne peut pas dire ce qui se passera. Vous n'avez pas donné à l'avance les prochains rendez-vous dans les magasins, mais en tout cas, vous restez mobilisés. C'est ça le message. Merci à vous deux. Greenpeace qui est donc mobilisé contre ces techniques de pêche pour le thon utilisé par certaines sociétés. Mobilisation, vous l'avez entendu, qui a débuté le mois dernier à travers toute la France et qui va donc se poursuivre. Justice à présent et l'ouverture à Versailles du procès ce matin d'un ancien policier de 40 ans accusé d'avoir violé une femme placée en cellule de dégrisement à Mantes-la-Jolie en 2012. L'homme a bien reconnu un rapport sexuel mais il aurait été consenti. Il ajoute regretter son geste qui a jeté le discrédit sur sa profession. La victime présentée au tribunal maintient ses accusations. Elle est jugée comme une personne fragile mais crédible. L'ancien policier père de famille encourt 20 ans de réclusion. Verdict attendu cette semaine, mercredi. Justice toujours. Dans le cadre de leurs études, les étudiants en droit de l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines revisitent chaque année de grands procès de l'histoire. Cette année, reconstitution de l'affaire Kennedy, William L. et Yolande Torres. À Versailles, les étudiants revisitent l'histoire. Tous les ans, l'association Juris Tribune reconstitue un procès historique au tribunal. Et cette année, l'affaire Kennedy a retenu leur attention. Ici, pas question de rejouer le procès à l'identique, c'est une nouvelle enquête qui commence. Je m'appelle Cléla Vergouchot, je suis né le 17 mars 1900. Ça permet de savoir si c'est vraiment le métier qu'on veut ou non. Et je pense que ça permet aussi à des étudiants de pouvoir venir voir avant de se retrouver
dans les hautes études, dans les masters, etc. Ça permet de voir simplement un procès. Le jury n'a eu que quelques éléments qu'ils auraient pu trouver sur Internet ou par eux-mêmes, mais on ne leur a rien communiqué et ils vont tout savoir, tout connaître aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui qu'on va voir si le procureur Jim Garrison, le nouveau procureur Jim Garrison, arrive ou pas à la même finalité qu'au premier procès. À l'époque, l'homme d'affaires Clay Shaw était accusé de conspiration d'assassinat, mais avait été innocenté à l'issue du procès. Aujourd'hui, Romain incarne le procureur Jim Garrison. Il va essayer de faire basculer le jugement. Je pense que la décision finale va être différente, non pas forcément en fonction de mon raisonnement, mais en fonction du raisonnement du public et du jury. Je vais reprendre la théorie de Jim Garrison, qui est celle du complot, de démontrer que c'est pas Lee Harvey Oswald qui a tué Kennedy, que c'est une équipe de criminels qui a fait ça sous la tutelle de Clay Shaw, et d'aller dans cette dynamique-là. Donc c'est discréditer le rapport Warren et accuser Clay Shaw. Pour convaincre les jurés, Romain a peaufiné les moindres détails de sa plaidoirie. Pendant une après-midi, les étudiants se prennent au jeu pour cet exercice grandeur nature. Ça leur donne à voir le droit en acte et non pas seulement derrière les pupitres de l'université dans lesquels ils sont un peu passifs parfois. Et ça leur apprend aussi la dialectique du droit, c'est-à-dire le fait que le droit, ça n'est pas quelque chose de monolithique, qui est dit ex cathedra, une vérité révélée, mais qui est quelque chose qu'on modèle en fonction des intérêts qu'on doit défendre, et qu'il n'y a pas une vérité, mais plusieurs vérités qu'on essaie de reconstituer. Sa vérité, Romain a réussi à l'imposer 48 ans plus tard. Dans ce nouveau procès, l'accusé jugé coupable de complot a écopé d'une peine de prison à perpétuité. Nous allons à présent parler d'urbanisme, du développement de Saint-Quentin en Yvelines dans le cadre du projet Paris-Saclay. Bonsoir Jean-Marie Lemerlu. Bonsoir. Vous êtes le directeur adjoint de l'aménagement public Paris-Saclay. 17 octobre dernier, en conseil d'administration, vous décidez de la création d'une zone d'aménagement concertée, une ZAC, sur le secteur Boubas-Louise-Michel à Trappes et Montigny-le-Bretonneux. L'objectif, c'est de faire de ce site un pôle de développement majeur. À quoi pourrait ressembler ce site à l'avenir? On va en voir des images. Pour l'instant, c'est plutôt un site à l'abandon. Oui, c'est un site ferroviaire qui a fait l'objet d'études de RFF SNCF, qui ont considéré que parmi l'ensemble des installations RFF SNCF dans la région, ce site pouvait muter et devenir autre chose. Comme ça rencontre les vœux de M. Malandin, le maire de Trappes, il a été décidé d'en faire un nouveau quartier. Un nouveau quartier avec différentes dimensions, à la fois pour y loger des habitants, à la fois pour y accueillir des entreprises, mais aussi des commerces et des services, en gros. Jusqu'à présent, c'est un site qui coupe en fait Trappes en deux, hein, c'est un corridor ferroviaire. Est-ce que ça va garder cette vocation tout de même tournée vers les transports, un peu le multimodal avec les bus, les trains? Oui, alors, ce qui est très important, c'est cet atout en effet d'être à 5, 10 ou 15 minutes à pied de deux gares importantes que celles de Trappes et de Montigny avec le RERC. Donc c'est une occasion formidable d'accueillir une nouvelle population qui va pouvoir se déplacer en transport en commun avec le train notamment. Et on pense notamment à une génération de jeunes actifs qui ne circulent pas forcément en voiture, qui n'en ont pas forcément les moyens, et en tout cas qui sont obligés d'aller très loin pour se loger dans des conditions abordables. Et donc ce facteur transport va être en effet très important. Le but des aménagements qui sont réalisés par Paris-Saclay, au-delà de ce site-là, c'est vraiment la mixité, pas de zone sans service, c'est le but. Enseignement, recherche, PME, grands groupes, habitat, il faut réussir à faire cohabiter un petit peu tout le monde. Oui, alors on est dans un territoire déjà très riche en entreprises, qui sont parfois un petit peu cloisonnées dans des zones d'activité. Aujourd'hui, on sait que tant pour les entreprises que pour les logements, il faut aussi des services de proximité, des commerces, être dans un cadre urbain agréable pour pouvoir se développer. Donc il n'est pas question uniquement de construire des logements sur ce site, il faut qu'il y ait de la vie tout au long de la journée, des services, voire des PME qui s'y installent. Exactement. C'est ce qui explique qu'il faut que ce quartier soit suffisamment significatif, suffisamment important pour que les commerces puissent vivre. Et pour faire vivre une supérette et quelques commerces de proximité, il faut 400 000 habitants en moins pour que ça marche. Actuellement, le site, c'est une vingtaine d'hectares qui appartient pour une grande partie au réseau ferré de France et à la SNCF. Comment vous êtes arrivé sur ce projet, justement? Vous l'avez mentionné tout à l'heure au début de l'entretien. C'était une volonté aussi du maire de la commune, Guy Malandin, de dynamiser un petit peu le secteur, de le réaménager. Mais comment vous êtes saisi de ce type de dossier pour l'établissement public Paris-Saclay? Alors, il y a une entrée qui est cette opération d'intérêt national pour laquelle l'établissement public a été créé
et qui consiste à faire un cluster mondial dans le domaine de la recherche technologique et de fabriquer de l'innovation industrielle. Bon. Il y a un certain nombre de sites, de projets dans notre périmètre, dont celui du couloir ferroviaire et de Trappes. Donc le maire de Trappes a en effet considéré que nous étions légitimes pour intervenir et l'aider à fabriquer un nouveau quartier à l'intérieur de la ville. Mais lorsqu'on parle de Paris-Saclay, justement, on pourrait penser qu'on parle d'un territoire assez éloigné. Non, vous couvrez tout le bassin de Saint-Quentin en Yvelines, en fait. Pour être très précis, quel est le secteur un petit peu sur lequel vous intervenez? L'établissement public Paris-Saclay peut intervenir sur 49 communes, en gros 4-5 agglomérations, communautés d'agglomération, et dans le cadre de l'opération d'intérêt national sur 22 communes, qui ont été choisies très précisément par rapport à leurs caractéristiques physiques, économiques et par rapport à la nécessité d'engendrer dans certains périmètres de nouveaux projets. Il y a d'autres projets qui sont menés actuellement concernant Saint-Quentin en Yvelines. Je pense du côté de Satory, par exemple, vers le technocentre. Oui, alors nous avons pris l'initiative d'une grande opération d'aménagement sur le plateau de Satory, qui est un espace enseignement militaire, anciennement militaire, et dans lequel certaines activités ont déjà démarré. Mais il s'agit là aussi de le faire muter de façon suffisamment importante et sensible pour créer une nouvelle dynamique. Donc nous allons en effet réaliser à partir de Satory, nous allons contribuer à fabriquer ce pôle des mobilités du futur, qui est l'une des deux grandes vocations de Paris-Saclay. Entre d'une part le cluster académique sur le sud du plateau et du côté des Yvelines, et notamment, en effet, vous citez le technocentre qui est à Guyancourt, à quelques kilomètres du plateau de Satory, ce pôle des mobilités du futur. C'est l'arrivée d'une nouvelle gare avec une nouvelle ligne dans le cadre du Grand Paris. Voilà, exactement. Le Grand Paris, qu'on appelle généralement le métro du Grand Paris, et qui va permettre de relier des grands ensembles de la métropole pour faciliter le transport, la mobilité entre les gens qui travaillent et les gens qui habitent. Donc c'est dans ce cadre-là, en effet, que nous allons intervenir pour bénéficier, utiliser les grands investissements publics, puisque c'est 2,5 milliards quand même d'investissements sur la ligne 18, et favoriser le développement des activités qui environnent ces nouvelles gares. Donc cette ligne 18 qui passera à proximité du technocentre sur Guyancourt, c'est l'un des grands projets de Paris-Saclay. Globalement, comment avance le dossier du Grand Paris, le dossier de Paris-Saclay? Le développement se fait normalement, malgré les difficultés qui sont économiques, les discussions politiques parfois qui se lancent, qui se relancent? Oui, il y a plusieurs calendriers. Le calendrier a commencé par la création de l'opération d'intérêt national en 2009. La loi de juin 2010 a, d'une part, créé le réseau de transport ainsi que la possibilité de signer des contrats de développement territoriaux entre l'État et les collectivités pour accompagner ce réseau de transport dans un certain nombre de projets. Donc le CDT qui concerne actuellement les deux agglomérations de Versailles-Grand Parc et Saint-Quentin en Yvelines, son projet a été arrêté, il est en phase de finalisation et sera mis en enquête publique fin décembre. Voilà pour le contrat de développement territorial. La ligne 18 en elle-même va faire l'objet d'une enquête publique aussi dans le courant de l'année prochaine et qui va définir les conditions, les emplacements des gares, un certain nombre de caractéristiques. Pour terminer cet entretien, on va revenir au cœur même de la raison de votre venue ce soir, c'est cet aménagement sur cette zone d'activité sur Trappes. Quel sera le calendrier? Là, on a vu quelques photos passer tout à l'heure. Les choses sont déjà bien avancées, il y a déjà des projets qui sont définis? On est au début du processus, ce qu'on appelle une prise d'initiative de ZAC. Elle a deux volets. Un volet de commencer à faire les études. Les collectivités locales se sont mises d'accord avec le PPS pour entreprendre un certain nombre d'études de faisabilité préalables au projet en lui-même. Et elle a un volet concertation qui consiste à, au fur et à mesure de l'avancement des études, tenir informée la population, en débattre, préciser les caractéristiques et aboutir à un dossier qui sera, lui, proprement dit, le dossier de réalisation de ZAC d'ici 1 à 2 ans. Vous savez que le droit de l'environnement et le droit de l'urbanisme donnent des contraintes maintenant pour réaliser des morceaux de ville qui sont très importantes et nécessaires sans doute pour les questions environnementales. Donc d'ici à 2 ans, nous aurons un dossier de réalisation qui sera approuvé par les collectivités à nouveau et sur lequel, à partir duquel l'établissement public va prendre ce qu'on appelle le risque de l'opération d'aménagement, c'est-à-dire va se lancer dans la véritable fabrication. Ce sera financé comment? Uniquement par l'établissement public Paris-Saclay? Des investisseurs privés vont venir pour réaliser les logements? Alors, dans un premier temps, nous finançons les études à travers des cofinancements. Pour les études en cours, les PPS, à travers des subventions d'État, a financé la moitié des études et les collectivités l'autre moitié.
Dans un deuxième temps, lorsque nous aurons défini le programme détaillé de l'ensemble de l'opération, là nous ferons les travaux, nous acquérerons le foncier, les terrains des RFF, SNCF, etc. Et évidemment, des intervenants privés vont construire des logements, vont construire des lieux d'activité. Il y a déjà beaucoup d'engouement. Est-ce que vous avez été sollicité par des opérateurs privés déjà qui sont très intéressés par ce dossier de développement? Il reste, on le sait, finalement en région parisienne assez peu d'endroits où construire. Donc dès qu'un endroit se libère, c'est aussi une solution pour le logement. Exactement. Évidemment, tout nouveau quartier de cette importance, qui a déjà été d'ailleurs identifié très récemment à l'occasion d'un comité interministériel, le Premier ministre en a parlé récemment, en ciblant une vingtaine de projets de cette importance ou plus importants, vont d'une part recevoir des aides de l'État et d'autre part commencent déjà évidemment à attirer les investisseurs privés. Avec cet impératif pour nous dans le cadre de cette opération d'aménagement, qui est d'offrir des logements accessibles à une population de l'Île-de-France qui est obligée de partir de Paris Première Couronne et parfois d'aller très loin. Merci de ces éclaircissements sur cette future ZAC. Donc on en est tout juste au début et puis plus globalement sur les projets de Paris-Saclay et puis les incidences sur 50 ans en Yvelines. Merci à vous. Autre univers à présent, le 31 octobre, nous fêterons Halloween. La fête est redevenue à la mode ces dernières années. Le parc de Thoiry, réputé pour ses animaux, a décidé de donner quelques sueurs froides à ses visiteurs cette semaine. Le reportage réalisé samedi à la tombée de la nuit par Claire Cambier et Florane Parfait. Pour Halloween, le château de Thoiry se transforme en manoir hanté et le parc en un terrain de jeu pour monstres en tout genre. On est censé être tous ce soir des fantômes qui reviennent à la vie le soir d'Halloween. Donc on est tous morts dans des circonstances tragiques. Donc forcément on a tous des blessures plus effrayantes les unes que les autres. 5 soirées pour enfants sont organisées pendant les vacances scolaires. Et pour effrayer les bambins, toute l'équipe du parc a été mise à contribution, du soigneur au responsable des ressources humaines. Depuis 6 ans, ce type d'événement permet de diversifier l'activité du site. C'est une manière de diversifier et c'est une manière de visiter Thoiry aussi autrement, parce que Thoiry c'est évidemment le parc animalier qu'on connaît bien, mais c'est aussi des jardins, on a de très grands jardins, des espaces boisés et un château. Petit à petit, les enfants arrivent, la gardienne du château, une immortelle qui connaît tous les recoins du parc, les rejoint. Il va y avoir des énigmes à résoudre si vous voulez sortir vivant du château. Les enfants vont devoir réussir chaque épreuve du parcours. Les indices obtenus leur permettront d'entrer dans le château. La première étape met dans le bain, les volontaires ne manquent pas mais sont vite rattrapés par leur peur. Eh bien vas-y, va nous voir, va donc voir ce qu'il y a dans le trou. Y a-t-il quelque chose? Est-ce que tu aperçois quelque chose? Oh là là! C'est que le fantôme qui se cache ici n'est pas très avenant. Son épreuve, manger des insectes. Un bon insecte frit, c'est bon pour la croissance. La sorcière mène la troupe d'épreuve en épreuve, une visite atypique du parc animalier. Mais qu'est-ce qu'il y a sous les tombes? Des morts. Des morts. Vivants, le soir d'Halloween. Des bruits étranges sortent des bois et le terrible Golgoth n'est pas loin. Ce fantôme muet cherche à retrouver sa pièce dans ce bocal d'insectes grouillants. Après plusieurs tentatives, la pièce est retrouvée, l'aventure peut continuer. Pendant près de 2 heures, le groupe va rencontrer des personnages effrayants et même les parents participent. Une fois arrivés au château, les enfants déchiffrent les différents indices pour trouver la formule magique. Que la sorcière présente ici et dont l'âme est si noire, perd tous ses pouvoirs dans cette vie et dans toutes les autres. Ça y est, enfin, la voie est libre, les enfants peuvent entrer dans le château et profiter des friandises en compagnie des fantômes. C'était bien, mais ça faisait un petit peu peur. J'ai vraiment bien aimé parce qu'en France, ça se fait pas trop. Et je trouvais ça vraiment sympa avec les décors et tout. Une soirée riche en émotions pour petits et grands. Des soirées pour adultes sont également proposées depuis 3 ans, uniquement pour les plus téméraires. Et justement, allez-vous fêter Halloween cette année? C'est notre question du jour. C'était bien quand on était petit, je trouve, pour faire visiter les maisons et tout, aller chercher des bonbons. Mais maintenant, on est un peu grand, on a un peu passé l'âge. Mais après, une soirée à thème Halloween, c'est vrai que c'est assez sympa. Non, parce que déjà c'est une fête purement commerciale et puis c'est une fête américaine, donc ça n'a pas lieu d'être en France. J'aime bien parce que je fais pour les enfants. Moi j'aime bien, vraiment. Je fêtais Halloween quand j'étais enfant
Mais maintenant, devenu adulte, c'est plus une fête pour les enfants, quoi, moi je pense. Oui, puisque je devais le faire avec mes amis. Oui, parce que c'est l'occasion de se retrouver entre amis. Et donc je fête Halloween. Une soirée organisée entre étudiants. Une dernière information pour clôturer cette édition du 27 octobre. Le responsable de la Croix-Rouge à Saint-Quentin, en Yvelines, décoré, Jean-Luc Guisselin, a reçu vendredi soir à Maurepas l'Ordre national du mérite avec le grade de chevalier, retraité, ancien cadre commercial exerçant à travers l'Europe. Il a été distingué pour l'ensemble de son engagement en présence d'élus locaux. Jean-Luc Guisselin est aujourd'hui président de la délégation locale de la Croix-Rouge à Saint-Quentin en Yvelines qui couvre 11 communes. Il gère également 2 épiceries sociales attrapées à Elancourt ou encore un centre d'accueil pour les sans domicile fixe à Trappes. Il anime aussi les formations des bénévoles pour les tournées de nuit, les maraudes. Il est enfin membre du Lions Club depuis une dizaine d'années. Autant de dévouements qui ont poussé ses proches à demander que lui soit remise cette distinction créée en 1963 par Charles de Gaulle. Ainsi se referme donc cette édition. À demain pour un nouveau journal. Ce lundi soir, vous avez rendez-vous avec Anthony Reich pour le 7-8 Sport. Bonne soirée.